nous sommes le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est fini. Dien Bien Phu est encerclé, il n'y a plus de fuite possible. Nous reprenons le cours de notre émission. Nous évoquons avec Pierre Pélissier qui est l'auteur d'une monographie sur Dien Bien Phu, les quelques mois précédant la fameuse bataille. Alors, le général ennemi Giap met l'accent, lui, sur la contradiction française qui, en même temps, veut occuper tout le territoire indo-chinois tout en regroupant ses forces en un point central. Est-ce qu'au fond, il n'a pas raison ? Là, vous me posez une véritable colle, car quand je me retrouve face à ce qu'a pu écrire Giap, je suis perplexe. Il a carrément écrit tout et le contraire de tout. Ces bouquins sont sans cesse réécrits. Ceux qui sortent à l'heure actuelle, ces mémoires sont une refonte complète. Il a un tout petit bouquin qui s'appelle Dien Bien Phu, dont il y a eu 6 ou 7 éditions en langue française. Je ne parle pas des autres. Aucune ne ressemble à la précédente. Elles prennent en compte tout ce qui s'est passé au Vietnam à l'époque où il écrivait, tout ce qui s'est passé en compte pendant qu'il combattait. C'est, je crois, le dernier témoin à aller chercher. Encore que là, il réagisse parfaitement. Il a compris que Navarre voulait la bataille. Et il a compris que derrière cette bataille voulue par Navarre, il y avait une autre erreur colossale de Navarre et il fallait lui profiter. Parce que Navarre ne se contente pas de Dien Bien Phu, ça serait trop simple. Il lance une autre opération, à peu près en même temps, qui s'appelle Atlante. Atlante se passe en Annam, au sud de Dien Bien Phu, va lui prendre tout ce qui lui reste de réserve parachutiste et de réserve d'aviation. C'est-à-dire qu'en lançant cette deuxième opération, il se retire à lui-même les moyens qui lui manquaient déjà pour réussir Dien Bien Phu, comme s'il n'avait jamais cru que Dien Bien Phu soit un enjeu réel. Et là, je pense que tout commence à dérailler totalement. Dien Bien Phu n'aura jamais beaucoup de renforts. On laissera la base diminuer, mourir. Atlante ne servira à rien. C'est aussi un très bel échec. Et on va vers la sortie la plus dure possible de la cuvette de Dien Bien Phu. Je reviens sur Giap, si vous le voulez bien, Pierre Pélissier. Il ne veut pas se précipiter. Il attend. Et Ho Chi Minh, d'ailleurs, lui dit aussi d'attendre pour pouvoir être sûr d'une victoire. Oui, mais n'oubliez pas qu'il a subi un sérieux échec en Hassan. Et ça, dans le monde communiste, on ne peut pas en subir deux. Si Giap ne gagnait pas la bataille à Dien Bien Phu, il serait bon pour la disgrâce. Il y a d'ailleurs un signe qui prouve qu'on en est là, c'est qu'il y a une offensive qui est prévue pour la fin janvier. Tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et au dernier moment, cette offensive est annulée. On s'est tous demandé pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une réponse plus sûre qu'une autre. Il est évident que Giap, en renonçant à cette offensive, a fait une manœuvre qui a entraîné les troupes de Navarre ailleurs. Il a fait sortir les troupes de Navarre, il les a promenées à travers le Tonkin, vers le Laos, et ça retirait des réserves pour Dien Bien Phu. Il est certain qu'il est revenu très très vite et que Navarre a été complètement pris à contre-pied. Moi, j'ai une autre théorie, c'était le début des négociations de Berlin. Giap attaque Dien Bien Phu, échoue. Très mauvais pour les négociations de Berlin. Giap attaque Dien Bien Phu et gagne. Très mauvais aussi, ça ressemble à une provocation pour les négociations de Berlin. Donc je pense que Giap était moins maître de son jeu et qu'on l'a obligé à arrêter cette offensive. La seule preuve, je la trouve là, pour une fois chez Giap, c'est qu'il tape du poing quand on lui dit « c'est le 25 janvier ». Il passe son temps à dire « mais ça n'a jamais été le 25 janvier ». Tout le monde est d'accord. Mais tout le monde, les Viettes, les Français, les prisonniers français faits par les Viettes et les prisonniers Viettes faits par les Français. Il n'y a que Giap qui truque un peu les cartes. En fait, il se rend compte que le morceau est énorme et qu'il ne l'aura que très lentement. Avance lente pour réussir sûrement. Alors, en face, Navarre, nous l'avons bien dit, déclare... je vais reprendre, Nous venons de le dire, donc Navarre, lui, est décidé à engager la bataille. Et dans cette bataille, il y a un élément peut-être que nous n'avons pas assez évoqué, et pourtant qui est très important dans la technique du hérisson, c'est l'armée de l'air. Quelle est la place de l'armée de l'air à ce moment? On est à environ 350 km des terrains d'aviation d'Hanoï et d'Haiphong. On dépend à Dien Bien Phu totalement de l'aviation.
Les aviateurs ont posé leurs conditions avant de participer à cette aventure. Ils ont demandé que la piste d'aviation soit libre en permanence. Et ils ont accepté un nombre de rotations quotidiennes qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Très vite, on leur demandera beaucoup plus de rotations. Ils ne pourront pas suivre. Il faudra engager des équipages étrangers, des équipages américains sous fausse identité, sur des avions américains repeints en couleur française. Et un jour, la piste va tomber par Gap. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que le jour où il n'y a plus de piste, il n'y a plus d'approvisionnement. Il n'y a plus la possibilité d'évacuer les blessés. Donc l'objectif va être la piste. Ça sera les combats du mois de mars. Et le jour où la piste est prise, le camp est mort. Et les aviateurs sont toujours battus contre Navarre, qui leur ont demandé trop. Puis en plus, il y a le camp derrière. Il faut savoir que Dien Bien Phu est une zone isolée, climatiquement difficile, et tout va dépendre de l'aviation. Alors je vais quand même corriger une chose, quand je parle d'aviation, je fais une légère erreur. Il y a eu les pilotes de l'armée de l'air, il y a eu les pilotes de l'aéronaval. Ce sont deux choses très différentes, parce que quand on parle aux gens de Dien Bien Phu, des aviateurs, ils sont un peu, je dirais carrément méprisants. Et quand ils parlent des marins, ils sont enchantés. Simplement parce que les marins ont pris infiniment plus de risques que l'armée de l'air. Non pas parce que les pilotes de l'armée de l'air étaient un peu dégonflés ou un peu lâches, simplement parce qu'ils avaient des consignes de ramener le matériel. Dans la marine, on a fait tout ce qu'on a pu pour aider le camp, pas jusqu'au bout parce que c'était pas possible. Mais c'est vrai que la piste perdue, tout était perdu. Alors, Pierre Pélissier, nous disions que Navarre était décidé. Pourtant, on parle d'une opération qui s'appelle l'opération Xénophon, qui, elle, envisagerait un retrait. Alors, c'est au moment où il est évident que le camp ne tiendra pas, qu'avec une certaine hypocrisie, ça se passe en janvier. Nous sommes en janvier, oui. Depuis décembre, on sait que le repli est pratiquement impossible. C'est en janvier que Navarre demande à Cogny d'étudier Xénophon. Et puis, Cogny étudie le problème, mais sans prendre contact avec Castres, dont il faudrait dire un mot d'ailleurs, sans lui en parler, pour pas que la base s'affole. Puis après, on va monter une autre opération qui va partir du Laos, la colonne de Crèvecoeur, que ne commande pas le colonel de Crèvecoeur, mais que commande le commandant Godard, qui s'approchera du camp à quelques dizaines de kilomètres, mais sans pouvoir les aider. Donc tous les plans de fuite sont des plans trop tardifs et qui ne peuvent pas réussir. Alors Castres, je voudrais vous dire un petit mot de Castres, parce que c'est sans doute le plus diffamé des hommes de Dien Bien Phu. Le colonel de Castres est un cavalier. On l'a mis à Dien Bien Phu pour qu'il fasse des raids, des offensives avec la dizaine de chars qu'il avait et des bataillons de parachutistes très offensifs. Très vite, il ne peut pas. Alors est-ce que Castres est un mauvais soldat? Je crois que le Castres est dans un mauvais rôle. Il n'était pas fait pour ça. Un monsieur qui arrive à Dien Bien Phu, donc il dit c'est un sauteur de concours hippique à cheval. Je veux bien, il a 2 titres de champion du monde en concours hippique. Mais il a une croix de guerre longue comme pas possible. Il a 18 palmes sur sa croix de guerre. C'est quand même pas un guerrier du dernier rang. Mais Castres n'est pas dans son rôle. Il ne peut rien faire de sérieux avec ce qu'il a comme homme qu'il ne connaît pas. C'est un cavalier, il a des fantassins. Là aussi, une erreur de distribution énorme. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. On a l'impression, Pierre Pélissier, en vous lisant, que tout se fait en dépit du bon sens et que l'armée française se place dans un piège, au fond, qui se referme sur elle. Est-ce que le soldat en avait conscience ? Ils en avaient tous parfaitement conscience. Je ne me contenterai d'un mot de celui qui était à l'époque le lieutenant Allaire, qui commandait les mortiers de Bijard, et qui a dit à la veille de sauter à ses hommes, nous sautons demain 15 mars pour la 2e fois à Dien Bien Phu. Je sais comment nous y allons, en avion, je ne sais pas si nous en rentrerons. C'était le 15 mars. Eh bien, c'est sur ces mots terribles, Pierre Pélissier, que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation d'un jour dans l'histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire militaire, notamment une biographie de Massu parue l'an dernier aux éditions Perrin, et toujours aux éditions Perrin, une monographie consacrée à Dien Bien Phu, 20 novembre 1953, 7 mai 1954. Je vous remercie encore. Merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine.